Pendant 6 mois, toute la France a cru à un mensonge. La disparition de Tiffaine Taton, des larmes ont coulé, la vérité est restée cachée dans la maison. Aujourd'hui, nous revenons sur l'enquête et révélons ce que personne ne voulait voir. Car lorsque le silence protège les coupables, la vérité doit éclater. Suivez la chaîne et restez jusqu'au bout de cette histoire. Investigation. Le 18 juin 2009, la ville de Maubeuge, dans le nord de la France, est en pleine effervescence. C'est le jour des Folies, un festival de rue qui attire les foules. C'est dans ce chaos joyeux que l'impensable se produit. À 16h30, Anne-Sophie, 23 ans, se présente au commissariat. Elle déclare la disparition de sa fille, Tiffaine, 5 ans. Elle raconte l'histoire d'une inattention fatale. Alors qu'elle se rendait dans un magasin de chaussures, Tiffaine, attirée par la musique et les lumières, aurait tourné dans une rue adjacente et se serait volatilisée. La mère, accompagnée de son bébé, dit l'avoir cherchée seule pendant une demi-heure avant d'appeler son compagnon, Nicolas, qui lui conseille d'alerter la police. Immédiatement, les grands moyens sont déployés. La disparition d'une enfant de 5 ans en plein festival est une affaire de première urgence. Le signalement de Tiffaine, t-shirt rose à l'effigie de Dora, est diffusé en France et en Belgique. Les policiers, les pompiers, les bénévoles et le père biologique de Tiffaine, Monsieur Taton, se lancent dans une course contre la montre. Les patrouilles sillonnent le centre-ville. Des annonces sont faites au micro. Les canaux sont sondés. L'hypothèse de l'accident, chute dans l'eau ou de l'enlèvement par un prédateur est privilégiée. D'autant plus que la région est tristement célèbre pour l'affaire du trou, juste de l'autre côté de la frontière belge. Pendant que les recherches s'intensifient, les enquêteurs de la police judiciaire, saisis le lendemain, commencent à marcher dans les pas du couple. Au début, la version d'Anne-Sophie tient la route. Elle est décrite comme une mère éplorée, déstabilisée. 2 témoignages semblent même accréditer sa thèse. Une jeune fille dit avoir croisé Tiffaine avec son t-shirt Dora et une employée de la caisse maladie confirme la présence d'Anne-Sophie avec 2 enfants ce jour-là. Mais très vite, les premières fissures apparaissent. L'enquête de voisinage révèle une réalité troublante. Les voisins décrivent une famille recomposée moderne, mais ils peinent à confirmer l'existence de Tiffaine. Ils parlent du bébé, Apolline, et de la fille aînée, Caroline. Mais Tiffaine est une enfant fantôme. Certains déclarent même découvrir l'existence de ce 3e enfant au sein du foyer par les médias. C'est la première alerte rouge. Pourquoi une enfant de 5 ans est-elle invisible aux yeux de son voisinage? L'incohérence la plus flagrante est révélée par les enquêteurs. 5 jours avant la disparition, Anne-Sophie et Nicolas ont organisé en grande pompe le baptême de leur bébé, Apolline. Tiffaine n'était pas là. Interrogés par les invités, ils ont affirmé qu'elle était chez son père biologique. Mais face aux enquêteurs, la version change. Ils avouent l'avoir laissée seule à la maison, une enfant de 5 ans, par peur qu'elle ne soit enlevée par son père. La question n'est plus de savoir où Tiffaine a disparu, mais où était-elle vraiment ce jour-là? Et pourquoi le couple ment-il sur un événement aussi récent et public? Conspiration. Le mensonge du baptême ouvre la porte à la piste familiale. Les enquêteurs comprennent qu'ils sont face à un couple capable de manipulation. La piste de l'enlèvement intrafamilial est rapidement privilégiée. Anne-Sophie, dans un geste de diversion, tente d'orienter les soupçons vers la famille de son ex-mari, Monsieur Taton, avec qui elle entretient des relations conflictuelles. Elle insinue que Tiffaine aurait pu être enlevée par eux. Cette tentative échoue, les perquisitions chez la grand-mère paternelle ne révélant rien de suspect. Le couple, conseillé par un avocat, joue la carte de l'innocence. Nicolas, pompier volontaire,
inspire confiance. Les enquêteurs ne relèvent aucune fausse note dans leur comportement. Ils sont même relâchés après une première garde à vue. Mais le 24 juin 2009, 6 jours après la disparition, le couple organise une conférence de presse qui va devenir un tournant médiatique et psychologique. Devant les caméras, ils appellent à l'aide, manifestement éplorés. Cependant, l'analyse de cette performance révèle un contraste glaçant. Anne-Sophie délivre son discours de manière mécanique et froide, tandis que Nicolas pleure. Les proches du père biologique et les enquêteurs sont sceptiques. La tenue d'Anne-Sophie, notamment un petit nœud noir sur son t-shirt, est interprétée par certains comme un signe de deuil prématuré. Le couple cherche-t-il à crier son innocence à la France entière ou à masquer une vérité qu'ils connaissent déjà? L'enquête bascule alors dans la surveillance. Les enquêteurs mettent le couple sous écoute téléphonique et surveillent leurs moindres faits et gestes. Ce que révèlent les écoutes est accablant. Le couple ne montre aucun signe de chagrin. Quelques jours seulement après la disparition, ils consultent des sites pornographiques et planifient leurs vacances d'été. Anne-Sophie parle de maître Apolline et Caroline au centre aéré, mais ne mentionne jamais Tiphaine, comme si elle n'existait déjà plus. De plus, 3 éléments factuels viennent contredire la présence de Tiphaine dans les jours précédant sa disparition. Le 17 juin, la veille, Tiphaine n'était pas présente lors d'un repas familial au fast-food. Le lundi de Pâques, elle était absente des photos prises lors d'une braderie. L'enfant était systématiquement exclu. Après 6 mois d'écoute et de surveillance, les enquêteurs ont la certitude que le couple cache quelque chose. Ils décident de procéder à une deuxième vague d'interpellations. Le 30 novembre 2009, Anne-Sophie et Nicolas sont placés en garde à vue. Les enquêteurs se préparent à un combat psychologique, sachant qu'ils n'ont que des incohérences et des comportements suspects, mais aucune preuve matérielle. Pas de sang, pas de corps. La question est, comment faire craquer un couple qui a réussi à jouer la comédie pendant 6 mois devant la France entière? Reviravolta. La deuxième garde à vue est un huis clos psychologique intense. Les enquêteurs exploitent les failles dans les emplois du temps du couple. Après 12 heures de confrontation, Anne-Sophie finit par craquer. Elle avoue, mais son premier aveu est un nouveau mensonge. Une tentative désespérée de minimiser les faits. Elle raconte que le soir du 10 juin, 8 jours avant la fausse disparition, Tiphaine a souillé son lit. Elle l'aurait emmené dans la cabine de douche pour la nettoyer. En allant chercher des vêtements propres, elle aurait retrouvé Tiphaine inanimée dans le bac de douche. Elle appelle Nicolas, pompier volontaire, qui constate le décès. Par peur de perdre la garde de leurs autres enfants, ils se seraient mis d'accord pour se débarrasser du corps et simuler la disparition. C'est la version de l'accident. Mais la police, par une manipulation habile, ne révèle pas les aveux d'Anne-Sophie à Nicolas. Ils soumettent la version de l'accident à Nicolas, le laissant croire qu'il peut encore protéger sa compagne. C'est là que la vérité éclate, une vérité bien plus sombre que l'accident. Nicolas avoue que Tiphaine n'est pas morte accidentellement. Elle est morte des coups qu'Anne-Sophie et lui-même lui ont portés. Le soir du 10 juin, alors qu'ils regardaient un film, Tiphaine faisait trop de bruit. Ils sont montés la chercher. Nicolas l'a maintenue au sol en tirant sur ses aisselles, tandis qu'Anne-Sophie la frappait violemment au visage et au ventre avec ses baskets. L'autopsie révélera plus tard les preuves de cette violence. Fractures du péroné, du coude, du bassin et des côtes. Tiphaine a été un sac de boxe pour Anne-Sophie et Nicolas a tenu le sac. Nicolas révèle également que ce n'était pas la première fois. Tiphaine était maltraitée systématiquement depuis 6 mois.
Les punitions étaient régulières, coups de ceinturon, douches froides glacées, et surtout, la privation de nourriture. Tiphaine était punie pour avoir volé une friandise parce qu'elle avait faim. Le couple la laissait seule à la maison, l'enchaînait dans la cave noire. La révélation de Nicolas est totale. Il donne la localisation du corps, mais il révèle également le mobile profond de l'acharnement d'Anne-Sophie. Les experts psychiatres évoqueront le syndrome de Médée, où la mère tue son enfant pour punir le père. Anne-Sophie, en conflit avec Monsieur Taton, aurait utilisé Tiphaine comme un moyen d'atteindre son ex-compagnon. Le narrateur, en tant que journaliste, découvre que la haine d'une mère peut être plus forte que l'instinct de survie de l'enfant. Mais la question qui reste est: pourquoi Nicolas, le pompier volontaire, l'homme censé sauver des vies, a-t-il participé à ce calvaire? Révélation finale. Le 9 décembre 2009, les enquêteurs partent à la recherche du corps de Tiphaine, guidés par les indications de Nicolas. Après un périple de plusieurs centaines de kilomètres, ils retrouvent le cadavre de la fillette, enfoui dans une forêt près de Charleroi, en Belgique. Le lieu de sépulture, macabre coïncidence, se trouve sur la commune de Marcinelle, tristement célèbre pour les actes de Marc Dutroux. Cette localisation suggère une tentative délibérée de faire passer la disparition pour l'œuvre d'un prédateur sexuel. La découverte du corps met fin au suspense et confirme la vérité. La solution de l'affaire est là, sous leurs yeux. La consternation est totale à Maubeuge et dans toute la France. Tiphaine, l'enfant que tout le monde cherchait, était morte depuis des mois, assassinée par sa propre mère et son compagnon. Le 29 décembre, les obsèques de Tiphaine ont lieu. Le père biologique, Monsieur Taton, autorise tout le monde à venir rendre hommage à sa fille. La foule est immense. Tiphaine devient la fille des Français. Le procès d'Anne-Sophie et de Nicolas s'ouvre le 21 janvier 2013 devant la cour d'assises de Douai. Les accusés, qui ne sont plus en couple, se défendent séparément. L'audience est électrique, le public et les journalistes sont nombreux. Monsieur Taton, le père, est confronté à ses bourreaux. Il leur pose la question que tout le monde se pose. Pourquoi? Les experts décrivent Anne-Sophie comme une femme machiavélique, froide, sadique, perverse. Elle n'exprime aucun regret, aucune excuse. Elle tente de justifier ses actes en disant que Tiphaine n'était pas sage. Nicolas, quant à lui, est dépeint comme un suiveur, un homme qui a tenu le sac. Après 5 jours de procès, le verdict tombe. Anne-Sophie et Nicolas sont tous deux condamnés à 30 ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté de 20 ans. Le père biologique, bien que soulagé par la justice rendue, exprime une douleur éternelle. Peu importe la peine, rien ne ramènera Tiphaine. Cliffhanger émotionnel. 10 ans plus tard, le visage souriant de Tiphaine avec son chewing-gum reste gravé dans la mémoire collective. Le père, Monsieur Taton, porte toujours le poids de la culpabilité de ne pas avoir pu la sauver. Il se demande comment elle aurait été aujourd'hui. L'ancien gendarme, le journaliste, l'avocat, tous sont marqués par la violence gratuite et l'absence totale de remords. La question qui reste en suspens, la plus terrifiante de toutes, est: comment une mère peut-elle faire cela à sa propre chair et comment le silence de 6 mois a-t-il pu permettre à la monstruosité de s'installer? Question ouverte. Pensez-vous que la justice a été rendue dans cette affaire ou que la peine de 30 ans est insuffisante face à la cruauté des actes commis? Le silence des voisins est-il une complicité? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos enquêtes sur les affaires non résolues et les crimes les plus sombres. Laissez un like si cette histoire vous a touché.
et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que Penniless est vraiment passé dans la tête de ses parents. Je lis absolument tout.